Merci à tous d'être là. Donc là, on va première conférence, pardon, on va vous parler des relations presse dans le cadre de la visibilité naturelle, puisque en fait, si vous ne le savez pas, en tout cas, ça a un impact sur la visibilité naturelle à travers la génération des mentions, à travers la génération des liens. Et on voit que ça peut avoir un effet parfois direct et souvent aussi indirect, et on va voir comment justement. Donc, ce que ne sont pas les RP, première chose. On confond souvent, en tout cas dans le monde du SEO, on entend des choses genre je veux des liens, je veux faire des RP, mais souvent on se rend compte que c'est déjà des achats d'articles sponsorisés généralement au sein de médias. Et donc c'est pas ça des relations presse, c'est pas des achats de liens Trustflow 40 qu'on peut faire avec Majestic et sur des plateformes comme vous le connaissez toutes, hein, Rocket Links ou autres, où on achète finalement des articles pour avoir des liens. C'est pas faire des échanges de liens non plus, c'est pas faire des commentaires en pied d'article, des commentaires en forum, tout ça. C'est pas ça des relations presse. Les relations presse, c'est vraiment avoir une relation avec les journalistes dans le but de délivrer une information. Et le but caché ou pas très caché d'ailleurs, c'est de toujours travailler l'image de la marque derrière pour que ce soit bénéfique en tout cas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 72% des journalistes qui affirment qu'une information vérifiée est le plus important. Donc ça, c'est en France. Non, ça c'est la stat, si c'est en France, pardon. Alors, la stat monde est plus basse, c'est genre autour de 60%. Mais en France, on a vraiment une spécificité où les RP, c'est vraiment de plus en plus compliqué, on va le voir, de générer, d'être visible dans la presse, parce qu'il y a une compétition entre les médias, il y a une compétition aussi, un rabougrissement, si vous voulez, des rédactions. Donc il y a beaucoup moins d'opportunités de place, on va dire, pour se placer. Mais pourtant, on continue à le faire et c'est un travail qui est vraiment indispensable. Et on va voir. Donc maintenant qu'on a compris ce que ne sont pas les RP, qu'est-ce que sont les RP? En fait, on peut résumer notre métier à Elder et moi en tant que consultant en relations presse à travers 3 missions: faire connaître, faire aimer et faire agir, qui chacune servent un objectif différent de notoriété, de visibilité, de popularité, d'autorité. On ne va pas activer les mêmes leviers en fonction de la visibilité et l'historique aussi de la marque. Si vous êtes une marque nouvellement connue, on va commencer par vous faire connaître. Présenter vos produits, présenter vos services, votre positionnement sur votre marché. Si vous êtes déjà connu, on va faire en sorte de faire aimer vos produits et vos services, montrer vos avantages, en quoi vous vous différenciez de vos concurrents. Pour le lecteur final, bien sûr, pour les journalistes, mais aussi et surtout pour le lecteur final qui est un client potentiel. Et ensuite, faire agir avec l'autorité. On va en reparler plus tard de cette notion d'autorité qui est très importante en RP et en SEO. Faire agir, ça va vraiment être générer du trafic sur votre site internet, générer des appels téléphoniques, des demandes d'informations, des demandes de devis. Les RP aussi participent à ça. Comment est-ce qu'on participe à l'autorité, à la popularité et à la notoriété? À travers 3 axes principaux. On a vraiment 3 axes très importants. D'abord, le bon contenu. On a historiquement, bien sûr, le communiqué de presse et le dossier de presse, qui sont encore aujourd'hui des outils indispensables et principaux pour communiquer auprès des journalistes. Mais on a aussi plein de formats différents que nous apporte l'éditorial, l'infographie, le livre blanc, le podcast, la vidéo, qui vont être des vraies valeurs ajoutées auprès des journalistes. Aujourd'hui, le monde des médias, il est vraiment très important. Elder l'a dit, les rédactions sont de plus en plus restreintes. Et nous, les entreprises, les consultants RP, on envoie de plus en plus de communiqués de presse aux journalistes, on va le voir après. Donc comment on se différencie des concurrents, des autres consultants RP, en apportant un contenu qui est différenciant. Très important aussi, le moment auquel on va communiquer. Donc nous, en relation presse, on va essayer de s'attacher un maximum à communiquer notre information, notre actualité auprès d'un temps fort pour avoir notre message qui soit porté de manière plus importante. Donc on a ce qu'on appelle les marronniers, c'est tout ce qui est fêtes, Noël, Pâques, etc. On s'attache aussi aux journées mondiales qui permettent vraiment auprès de la presse d'avoir un message plus fort, bien sûr les événements et aussi la périodicité. On ne va pas communiquer au même moment si on s'adresse à un magazine qui paraît tous les mois ou tous les trimestres que si on va s'intéresser à un média en ligne qui, lui, diffuse de l'information quasiment en continu.
On a aussi un travail de ciblage qui est essentiel dans nos métiers. On va chercher le bon journaliste qui va s'intéresser au sujet qui porte sur le secteur et la marque pour laquelle on travaille. C'est vraiment ce travail de ciblage qui fait qu'on va instaurer une relation de confiance avec les journalistes et qui va nous faciliter ensuite derrière la relation. Et bien sûr, on n'oublie aucun média. Presse spécialisée, presse en ligne, presse généraliste, régionale, nationale. L'idée, c'est vraiment d'avoir un panel de journalistes qui soit complet et ciblé. Comme on le disait, c'est de plus en plus, même s'il y a beaucoup de titres de presse, c'est de plus en plus compliqué de communiquer avec la presse. Ça fait 20 ans qu'on nous dit la presse est compliquée, il y a de moins en moins de moyens. Avec le web, évidemment, l'information est gratuite, avant elle était payante. Ce qui fait qu'il y a aussi plus de compétition, plus de titres. Du coup, les budgets publicitaires s'amoindrissent. En plus, il y a les GAFA aujourd'hui qui prennent, en tout cas Google et Facebook, qui prennent pas mal de parts dans les budgets publicitaires. Du coup, il y a moins de moyens pour la presse. Aujourd'hui, on voit des grands groupes qui sont rachetés par d'autres. On voit des rédactions qui démissionnent collectivement, qui sont remplacées par des équipes de freelance et il y a un coordinateur de rédaction. C'est la réalité de la presse aujourd'hui. Mais pourtant, le web, ça reste quand même important, notamment aujourd'hui, dans le cadre de nos réflexes de recherche à tous. Les médias jouent ce jeu-là et il y a des vraies opportunités pour les marques aussi de se placer dans ces articles-là. Google, c'est 44 millions de visiteurs uniques par jour. C'est le lieu le plus visité par jour en France. C'est indispensable d'y être et être dans les médias participe à justement être plus visible, être plus haut dans ses résultats de recherche. Donc en fait, la présence médiatique, quand on est SEO, c'est quelque chose aujourd'hui qui est très peu considéré. Moi, on en parle avec les équipes chez WAM. Il y a souvent des audits de backlinks qui sont faits. Et moi, je leur dis, mais pourquoi vous ne faites pas des audits de mention? Nous, on a tout à fait la capacité de le faire et pourtant, on ne le systématise pas. C'est quelque chose qu'on pourrait regarder aussi, voir la présence médiatique d'une marque sur les recherches les plus importantes. Ça pourrait être intéressant de voir ça. Et ça joue en plus en la faveur de la marque. La presse, avec les stats ici, je me décale, un journaliste en moyenne fait 60 CP par jour. Si on considère qu'un journaliste fait que ça toute sa journée, il passe 7 minutes par jour à lire un communiqué de presse. Seulement, il ne fait pas ça. Il va en conférence de rédaction, il écrit, il fait de la veille, il passe des appels, il fait son travail, quoi. Ce qui fait que finalement, sur 7 heures, il va dédier peut-être une heure, une demi-heure à lire des communiqués de presse. Sur les 60, il va en mettre 55 à la poubelle directe parce que l'objet ne lui convient pas, l'accroche ne lui convient pas. Et sur les 5 qui restent, il va peut-être en relayer un ou deux. Donc on voit là qu'il y a une grosse compétition. Et ça, c'est en moyenne. Pour les plus gros, ça peut être 200, ça peut être 250. Ça peut être vraiment énorme. Et il y a aussi une stat très intéressante, c'est l'étude Cision de l'année dernière. 71% des journalistes jugent que moins d'un quart des communiqués de presse qui sont envoyés sont pertinents. Ça veut dire ça que nous, les RP, globalement, on fait très mal notre travail. On cible très mal, on envoie des choses qui ne sont pas pertinentes aux journalistes à qui on relaie les choses. D'où l'importance du ciblage, d'où le bon contenu aux bonnes personnes, au bon moment, comme le montrait Anaïs tout à l'heure. Ça, c'est vraiment très important. Hop. La notion clé, l'autorité. Anaïs vous en parlait juste avant. On en entend parler, je pense, sous toutes ces versions, toutes ces formes, à toutes les sauces. Qu'est-ce que c'est que l'autorité dans le SEO et qu'est-ce que c'est que l'autorité au global? Moi, je ne savais pas ce que c'était. Du coup, je suis allé voir le Larousse, en fait. Et en fait, on voit que l'autorité, qui est un facteur important pour être positionné, en tout cas sur les moteurs de recherche, et pour une marque, être autoritaire, c'est très important pour être audible, c'est tout le crédit, toute l'influence, le pouvoir dont jouit une personne morale ou physique qu'elle a dès lors qu'elle s'exprime. En fait, c'est le crédit qu'on attache à sa parole, le fait de la croire ou non, quand, je ne sais pas, une personne, un prix Nobel parle d'un sujet, on a tendance à l'écouter dès lors qu'il parle de son sujet. Là, aujourd'hui, moi, à cet instant précis, vous m'écoutez parce qu'on vous a invité et je jouis d'une autorité auprès de vous maintenant, présentement, tout de suite. Mais dès lors que vous sortez de cette salle, j'ai plus d'autorité sur vous. Ça peut être de diverses formes, l'autorité.
Et elle est surtout, elle est d'une forme morale, ce que je viens de vous expliquer, et pour Google, elle est surtout d'une forme algorithmique. C'est-à-dire que Google va essayer de calculer cette autorité à travers plein de facteurs, enfin, principalement deux, les liens et les mentions dans un second temps. Nous, on considère que les mentions, il y a plein de faisceaux d'indices qui montrent que les mentions aujourd'hui sont prises en compte, qu'elles ont un impact indirect et les liens un impact direct, et qui contribuent à l'autorité d'une marque. C'est le cas ici avec ce schéma, cette capture d'écran de SEMrush, où là on compare trois acteurs de l'immobilier, Se Loger, Meilleurs Agents et realadvisor.com, qui était l'un de mes clients. Plateforme immobilière, c'est le lieu en France où on trouve le plus d'annonces immobilières. C'est une plateforme suisse à la base qui arrive en France. Et on voit que ici, on a les scores d'autorité selon SEMrush. Donc vous voyez, SEMrush fait aussi son score d'autorité, calcule l'autorité des sites en fonction du nombre de liens, ici. Et donc le nombre de liens, ici, 5 millions de liens, c'est l'autorité la plus élevée. Meilleurs Agents, 426 000 liens, backlinks, 62, et Real Advisor, ils en ont moins, donc 38. Voilà. Ça se traduit directement de manière mécanique et organique sur la visibilité naturelle, sur le SEO. Real Advisor, qui pourtant a du trafic, là semble tout bas par rapport à Se Loger, qui est monstrueux et qui fait des millions et des millions de visites par mois. Voilà. C'est pour cette raison que l'autorité est très importante en termes de SEO et de visibilité naturelle. Comment est-ce que nous, on considère l'autorité selon Google, comme on la travaille en relation de presse? Donc l'autorité, Elder en a parlé, c'est calculé par différents outils comme SEMrush ou comme Moz. En tout cas, ce qu'il est important de retenir, c'est que c'est un score sur 100. Google considère qu'un site est dit autoritaire à partir d'une note de 50. C'est vraiment à prendre avec des pincettes, à remettre en perspective en fonction de votre secteur d'activité. Si vous êtes un marché de niche, vous aurez forcément un score d'autorité plus faible. Un site médiatique généraliste a forcément un score d'autorité plus élevé qu'un site spécialisé dans l'outillage, par exemple. Donc c'est là où il faut vraiment surtout s'intéresser à ses concurrents. Quel est le score d'autorité de mes concurrents? Comment je me positionne par rapport à eux? Plutôt que, mince, j'ai un score d'autorité de 30. Google ne va pas me considérer comme autoritaire. Là-dessus, on ne peut vraiment pas comparer comme ça. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que si un site dit à faible autorité, rédige un article sur nous, fait un lien qui pointe vers notre site internet, le transfert d'autorité, ce qu'on appelle dans le jargon le link juice, il sera lui aussi faible. En revanche, si un site autoritaire comme Le Parisien, qui a un score d'autorité de 83 selon SEMrush, génère un article avec un lien qui pointe vers notre site, ce link juice, lui, va être beaucoup plus puissant. Donc on va vraiment profiter, nous, en tant que site marque, de l'autorité du site média qui nous a cité pour augmenter notre score. Et c'est comme ça que nous, on travaille en RP avec, encore une fois, le bon contenu au bon moment, aux bonnes personnes. L'objectif, c'est de multiplier ça. Sur le premier cas, ça veut dire que ça peut venir dégrader un score? Non, ça veut dire que tout lien, en tout cas en termes de SEO, on regarde purement SEO. Tout lien, on va dire, est bon à prendre, on va dire. On part de ce principe-là. Ça va apporter une petite puissance sur des sites beaucoup plus élevés, d'où l'intérêt des RP dans ce cadre-là. Ça va apporter une plus grosse puissance. Voilà. C'est là l'intérêt du ciblage qu'on vous parlait juste avant. Nous, on va quand même s'attacher à cibler en priorité les sites médiatiques qui ont une forte autorité. On privilégie la qualité à la quantité. Tout à fait. Donc aujourd'hui, il y a des techniques de génération de liens qui existent depuis des années, les échanges d'articles, le guestblogging, les fermes de liens, qui sont faciles à mettre en place pour des experts SEO, qui fonctionnent encore aujourd'hui, mais qui sont de plus en plus surveillés et épinglés par les algorithmes de Google. C'est ce que nous dit ici les consignes Webmaster. Google a fait évoluer ses algorithmes et surveille de plus en plus ces méthodes de moins en moins spammy, on va dire. Éthiques, voilà. Donc aujourd'hui, bien sûr, on peut passer entre les mailles du filet. Google, avec le nombre de sites qui existent sur la toile, on ne peut pas tout contrôler, mais en tout cas, ce qu'il explique là, c'est que si vous êtes épinglé avec ces techniques-là, vous avez un risque de sanction.
Parce que ce ne sont pas des liens qui sont dits naturels. Ouais. Nous, en relation presse, tous les liens qui vont être générés avec nos actions sont naturels. Donc nous, ça nous vraiment conforte dans nos missions, puisque le journaliste qui va rédiger son article, donc c'est un être humain qui le rédige, qui va créer le lien. Le lien, il est vérifié avec nos informations, il est sourcé par ce qu'on apporte au journaliste. Donc on est inattaquable sur Google. Donc nos liens qu'on génère sont toujours bénéfiques pour nos clients. C'est ça. Hop. Google, en fait, parle de ça, pas seulement pour s'attacher, on va dire, à une qualité de lien ou une qualité de service pour eux, ou une qualité de recherche, mais aussi pour se mettre en conformité avec la loi en France. Pourquoi on vous montre Nabila ici, pour ceux qui ne l'avaient pas reconnue? Parce qu'en fait, Nabila, l'été dernier, elle s'est fait condamner à 20 000 € d'amende pour pratique commerciale trompeuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a publié une story sur Snapchat où elle vante les mérites d'une plateforme de crypto-monnaie. Elle a été payée pour ça, sauf qu'elle ne le dit pas. Ça s'appelle la publicité mensongère. Ou enfin, en tout cas pas mensongère, mais une pratique commerciale trompeuse, pardon, puisqu'elle fait la publicité d'un service pour lequel elle est payée, mais elle ne mentionne pas le caractère commercial de son information. Et ça, dans le code de la consommation en France, c'est encadré. Dès lors qu'on est payé pour retransmettre quelque chose, c'est pour ça que les sites d'actualité mentionnent dès lors qu'il y a un article sponsorisé, article partenaire, article écrit avec. C'est pour ça qu'ils le font. Et en fait, le code de la consommation encadre cela parce que derrière, il y a une protection du consommateur. Bah, Google fait un peu la même chose. Acheter des liens sur des plateformes de liens, vous êtes mentionné, pas forcément sur un site d'actualité parce qu'eux, ils ont l'obligation, mais si vous achetez des liens sur des sites tierces et que ce lien n'est pas mentionné comme acheté, n'est pas mentionné comme publicitaire, c'est susceptible d'être sanctionné, non pas par Google, mais par la loi. Voilà. Nous, on s'est rapproché d'avocats pour savoir si notre raisonnement était juste, en fait, pertinent. Et on s'est rapproché d'un avocat qui s'appelle Alexandre Nappet, qui est basé en Alsace et qui est spécialiste du digital et qui nous confirme cette version. Pour ceux qui connaissent Olivier Andrieux, il a publié un article récemment sur son site, je ne sais plus le nom du site maintenant. Non, l'autre. C'est un autre. Rédaction, exact. Et il explique avec un espèce de jeu d'interview avec un avocat qui connaît également. Il explique l'histoire de la loi sur ce sujet-là. Et les derniers articles législatifs confortent cette idée, en fait. Donc il n'y a rien de clair qui est dit, ce n'est pas écrit noir sur blanc telle chose, mais en tout cas, dans l'interprétation, dès lors qu'il y a jugement, c'est considéré de cette manière-là. Donc il faut faire très attention avec ce genre de choses, surtout si c'est très voyant pour le coup. Voilà. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de liens en dessous des radars pour ne pas se faire choper. Bah voilà. Là, c'est le cas. Ensuite, du côté de Google, il y a des faisceaux d'indices qui montrent que les liens, on va dire, issus des relations presse sont de plus en plus intéressants et de mieux en mieux considérés. Ça, c'est une capture d'écran d'un tweet d'une attachée de presse américaine dans une discussion de Twitter, dans un thread, qui dit que bah, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites en RP, qu'il y a des passerelles avec le SEO. C'est dommage que ce soit perçu par les SEO d'une certaine manière et qu'on pourrait voir les choses sous un meilleur jour en tout cas. C'est ce que dit John Mueller, qui est le grand gourou des SEO en tout cas dans le monde, qui dit qu'en fait on devrait davantage se pencher sur les RP digitales pour justement attirer et en tirer plus profit quoi, en tout cas. Donc on a quand même le gourou SEO de Google qui dit que les RP, en fait, il y a une espèce de bénédiction sur les RP et qu'il y a beaucoup de choses et c'est dommage qu'on se cantonne à des pratiques très spammy des RP et du link building parce qu'il y a vraiment mieux à faire en tout cas. C'est conforté aussi par Rand Fishkin, qui est une autre personne influente du SEO et du web marketing aux États-Unis, où dans un article en début de l'année dernière, qui nous explique que, j'avais mis la trad, voilà, qui conseille tout simplement les marketeurs sur ce qu'ils devraient faire entre
payer une agence de référencement pour avoir 50 liens de haute qualité. Donc dans sa bouche, des liens de haute qualité, pour lui, c'est des trucs très spammy. Ou une agence RP pour le même prix, donc pour 5 000 $ pour avoir 10 mentions. Bah, lui, il dit, réfléchissez-y, quels sont vos objectifs. Et c'est peut-être plus intéressant de prendre l'agence RP qui sera capable de vous placer dans des articles intéressants, qui apportent une vraie information, qui vous donne une vraie exposition, une vraie visibilité, plutôt que des liens dans des réseaux de sites un peu spammy et qui amèneront pas vraiment de plus-value à votre marque en tout cas. Là, il est vraiment sur un concept de marque et pas de référencement naturel pur. Hop. Il y a eu un autre article aussi sur Search Engine Land au mois de février, fin février, où est-ce que les mentions sont prises en compte et elles sont importantes pour l'algorithme de Google. Donc c'est là où la nuance est intéressante. L'article dit grosso modo que non. Ici, les mentions non liées, donc les mentions qui n'ont pas de lien, ne sont probablement pas une réalité dans l'algorithme. Mais avec John Mueller, il faut toujours se méfier, il faut toujours aller dans le fond des articles. Et donc, il a demandé à préciser sa question. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ce qu'il dit, c'est que non, ça n'a pas un impact direct, mais indirectement, il se passe des choses. Plus la marque est exposée à des internautes, plus les internautes vont la rechercher. Et plus elle est recherchée, plus il y a d'intérêt, plus Google va reconsidérer son positionnement, la hiérarchie du résultat de recherche, et va peut-être davantage donner davantage d'exposition à la marque dans le résultat de recherche. C'est ça en fait la réalité selon John Mueller. Comment est-ce que nous on travaille chez WAM pour générer ces mentions, pour générer ces liens, pour travailler la e-réputation, l'autorité? On part toujours d'un document, la plupart du temps un communiqué de presse, qu'on envoie à travers un outil CRM qui s'appelle HubSpot, sous forme d'emailing, de newsletter. Dans la mesure du possible, on va accompagner ce communiqué de presse d'un contenu à forte valeur ajoutée, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ça peut être une infographie qui est générée par notre pôle éditorial, une vidéo, des photos. Et bien sûr, on va toujours lier ce communiqué de presse à la landing page de notre client, ou alors à une page blog actualité en lien avec notre sujet de communiqué de presse. Et donc on crée un lien à l'intérieur du communiqué. On l'envoie avec notre outil de CRM via emailing. Et la déontologie du journaliste l'oblige à sourcer ces informations. Donc bien sûr, on aura toujours une mention qui va dire telle marque nous informe sur telle actualité, nouveaux produits, etc. Et on peut aussi obtenir un lien qui va pointer sur l'infographie, sur la landing page ou sur la page actualité, l'article de blog qu'on aura intégré à notre envoi. C'est ça qui va nous permettre d'avoir des liens. C'est vraiment le format, la valeur ajoutée qui va permettre aux journalistes de se dire tiens, mon lecteur, il va pouvoir continuer de se renseigner, il va avoir plus d'informations sur le sujet que je lui apporte. Moi, je ne peux pas intégrer l'intégralité du blog ou de l'infographie dans mon article, donc je génère un lien pour inviter mon lecteur à poursuivre sa lecture et à continuer de s'informer. Je fais mon travail d'information de journaliste. C'est comme ça qu'on crée des liens et des mentions en relation presse sur le web et aussi bien sûr dans les magazines. C'est exactement ce qui s'est passé hier soir à 18h avec Elisabeth Borne, nouvelle première ministre, communiqué de presse de l'Élysée, tous les articles pushés sur Le Monde, l'Express ou autres. Selon un communiqué de l'Élysée, Elisabeth Borne nommée premier ministre d'ailleurs, et selon le communiqué de l'Élysée, lien vers la landing page. Voilà, c'est exactement ce processus-là. Là, on vous a montré quelques exemples concrets qu'on a avec nos clients. Donc, Isendex, c'est mon client, c'est le leader européen de la messagerie professionnelle. Isendex a fait une étude internationale sur l'adoption de la messagerie mobile en 2021. Donc, c'est une étude très complète avec des chiffres, avec des graphiques, avec des résultats dans le monde entier. Nous, on en a fait un communiqué de presse où on s'est recentré sur les entreprises en France. On a repris les informations clés, on a généré une infographie, on a généré des graphiques. Quand j'ai envoyé le communiqué de presse, j'ai lié mon communiqué de presse à l'étude qui, elle, est directement hébergée sur le site de mon client. Il en est résulté des articles comme celui-ci sur un site internet de e-marketing, un article complet avec surligné en jaune le lien direct, la mention du client. Isendex a mené une enquête. Quand on clique sur ce lien-là,
on tombe directement sur l'étude qui est sur le site du client. Donc ça fait un lien directement sur le site internet. Là, c'est un cas avec Real Advisor également, ou dans le MySuiteImo, qui est un site d'information sur l'actu immobilière, où on avait fait une action, un baromètre sur le prix des résidences secondaires. Et voilà, tout simplement, là, il y a eu 2 liens même. Là, c'est un lien vers un autre site, pardon, pour contextualiser l'information. Et selon la source du baromètre qui est citée ici, avec Johan Rodriguez qui est le patron, et un lien vers Real Advisor, vers l'étude, le baromètre qui a été mis en ligne. Là, c'est le cas avec Philibert, qui est un site un e-commerçant de jeux de société. Là, on a la mention du jeu, on n'a pas la mention de Philibert, mais le lien là va vers Philibert. Donc le lien peut prendre vraiment diverses formes et contribue à l'autorité et à la visibilité du site. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est vraiment la valeur ajoutée qu'on va apporter à votre information. Tout à fait. Ce petit plus qui va faire que le journaliste va se dire « Ah oui, tiens, c'est intéressant pour mon lecteur. Il faut vraiment que je l'invite à aller consulter cette infographie, cette information, cette page produit pour créer du lien. » C'est ce qu'on vous met là. C'est un lien qui a de la valeur. C'est un bon lien, quoi. C'est un lien par lequel il peut se passer des choses, il y a des interactions. C'est davantage considéré par Google, apparemment, il paraît. C'est ce qu'on m'a dit. Et c'est ça qui est intéressant. Les liens sur les PBN, est-ce qu'ils vont vraiment être cliqués? Est-ce qu'il va y avoir une interaction avec l'internaute? Très peu, finalement, et parfois jamais. C'est surtout pas un lien qui passe en dessous des radars de Google. Nous, on galère à les avoir, les liens, donc on a envie qu'ils se voient. Donc plus ils sont voyants, mieux c'est, et plus c'est considéré en plus. C'est là où il peut se passer des interactions, et c'est là, bien sûr, où ça provient d'un site autoritaire. Donc, ce qu'il faut considérer, c'est vraiment le besoin d'information. Le journaliste est là pour informer le lecteur, il n'est pas là pour lui faire de la publicité. Donc s'il publie quelque chose, vous l'appelez derrière. Est-ce que vous pouvez mettre un lien vers ma home page? Là, ça va être compliqué. Il n'est pas là pour faire de la pub. Par contre, si vous lui amenez une vraie information et qu'il va lier les choses avec votre page d'origine, là, c'est cool. Là, il se passe des choses intéressantes. C'est le cas ici avec Quintessence, qui est un de mes clients également, où on avait publié là, pour le coup, c'est vraiment l'équipe édito avec qui on travaille. Enfin, l'équipe édito travaille avec Quintessence également. Donc, c'est le site d'un cabinet de gestion en patrimoine. On publie pas mal de choses. On avait pris un cas dans le cadre de la protection du conjoint, sur retraite, solution de financement, sur un cas fictif. Donc l'équipe édito avait construit ce cas fictif pour voir, en fait, pour qu'on puisse se projeter et savoir comment ça marche, cette protection du conjoint. Et en fait, cet article apparemment était si pertinent qu'il a été repris à divers endroits, en lien. Donc ici c'est Conversation, ici c'est Dossier familial, ici The Conversation encore, dans un autre cas. Ici c'est La Tribune. Et voilà. Pour se projeter vraiment dans le process et dans le comment on fait, voici le cas de Real Advisor. Donc on vous en a déjà parlé. Les actions avec Real Advisor, c'était très simple. C'était 4 communiqués de presse sur 6 mois. Sur des choses très simples. Real Advisor vient d'arriver en France. Ou acheter à proximité des grandes villes. Donc dans les villes moyennes, à proximité des grandes villes. On sortait du confinement. Tout le monde cherchait des maisons dans les villes moyennes. Ça a plutôt bien marché. Les résidences. Voilà, exactement. La hausse des prix dans les villes françaises. Et à chaque fois hors Paris. On était vraiment focus en province, en région, comme on dit, dans les territoires. Et l'objectif était de développer la notoriété et aussi le capital de lien de la marque, de Real Advisor, pour les faire émerger sur les moteurs. Donc on a eu plusieurs... voici à quoi peut ressembler un communiqué de presse. Vous en avez déjà vu, mais nous en tout cas, on vous le montre. Et ce qui est très important, c'est le bas, ici, le bouton qui permet aux journalistes de cliquer, d'aller sur la landing page, de se dire voici ma source d'information, c'est ça que je dois sourcer, ce truc-là. Donc on a eu sur 6 mois 45 publications, 36 sur le web, mais seulement 6 liens. 6 liens, c'est pas beaucoup. 6 liens, c'est pas beaucoup, mais on voit quand même que ça avait porté
ça a eu un certain impact, puisque en fait, la moyenne des sites qui ont fait le lien, l'autorité était de 52, et que l'autorité avant le projet qu'on démarre était de 22, et après 27. En termes de link juice, c'est vrai qu'il ne s'est pas passé beaucoup de choses. Mais en fait, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a eu ces liens-là, et puis le site a pris en notoriété, il a été de plus en plus recherché, il a eu de plus en plus de trafic, et il y a eu des liens qui sont nés après ça. En fait, on a vu vraiment une cause et des effets en fonction des actions qu'on mettait en place. Donc le site, de cette manière-là, a pu émerger. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est difficile d'obtenir des points d'autorité. Ouais. Un lien n'égale pas un point supplémentaire. Exactement. C'est des actions globales sur du long terme qui va favoriser ce score, augmenter ce score. Donc c'est long et c'est fastidieux. Pardon. Voilà, ça c'est des exemples d'articles qu'on a pu avoir. Le Monde, là c'était Nouvelle Obs, ici. Figaro, Le Bonbon, La Dépêche, La Provence. Voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure, là c'est alors c'est toujours SEMrush, la tendance de trafic avec marque. Donc c'est les internautes qui recherchent le mot-clé, enfin des mots-clés contenant des expressions contenant Real Advisor. Dans ce cas-là, il y en avait deux. Il y avait Real Advisor tout attaché ou Real espace Advisor. Et on voit que à la base 0, là on commence les RP, ça croît. Donc ça représente, là c'est à peu près 40 ou 35 ou 40% du trafic. C'est de la requête sur Real Advisor. Donc on voit qu'il y a eu un intérêt qui est né du fait des actions en fait. Là ça s'est prolongé. On a arrêté nos actions RP. On a repris au cœur de l'été. Ça a repris. Et puis après, ça s'est arrêté. Puisque là, à partir de ce moment-là, on n'a plus fait d'action jusqu'au mois de décembre, au janvier après. Donc là, ça a un effet direct, enfin indirect, pardon. C'est des mentions. Il y a eu beaucoup de mentions sur le web. Il n'y a pas eu beaucoup de liens, mais l'intérêt de recherche sur Real Advisor a augmenté. C'est comme ça que ça nous conforte dans le fait que les mentions ont un vrai pouvoir. Ouais. Dans ce cadre-là, vous voyez, ces deux mots-clés, ceux que je vous ai dit, ça représente 40% du trafic, alors qu'à côté, il y a 29 000 mots-clés qui représentent, on va dire, que 61% du trafic. Avec deux mots-clés, on fait 4 visites sur 10. Parce qu'on a fait croître la notoriété de la marque. On partait de zéro, donc c'est facile à générer, évidemment. Mais ça se vérifie, quoi. Là, avec Philibert, même chose. Alors, enfin, même chose, non. On sortait du confinement, encore une fois, où on était même en couvre-feu à ce moment-là, en 2020. Et on avait un communiqué de presse, c'était la sélection Philibert des jeux de société pour Noël. Et en fait, durant le confinement, ça vous est peut-être arrivé, mais on a beaucoup joué aux jeux de société. C'est devenu un sport national. Et du coup, dans la presse, c'est aussi un sujet important. Et surtout, il y a un marronnier à Noël, c'est quels vont être les cadeaux de Noël cette année sous le sapin. Et donc, on a profité de cette occasion-là pour mettre Philibert en avant. Et là, on a eu sur 2 mois, novembre, décembre, 25 publications, donc 19 sur le web, 16 liens, là c'était plus intéressant, 69 d'autorités en moyenne pour les liens qu'on a eus. Donc là, ce que disait Anaïs tout à l'heure, c'est beaucoup plus compliqué. Avant projet, on était à 54 d'autorités, après 57. Plus on monte, plus c'est difficile de monter. Et on a eu pas mal de publications, pas seulement sur le web, mais aussi à la télé. Là, c'était la quotidienne sur France 5, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était bien regardée à l'époque. Et aussi au JT de TF1. Et après, aussi sur le web, dans Marie-Claire, Elle, Figaro. Là, c'était Le Progrès. Là, c'était France Bleu. Là, c'est Le Parisien. Et ça, c'est la courbe Google Trends de recherche sur les mots-clés Philibert et jeux de société. Et on voit en fait, ici, c'est le passage de Philibert sur TF1 à 13h le 18 novembre 2020. Et on voit que d'un seul coup, tous ceux qui sont devant leur télé, à ce moment-là, ils sont aussi sur leur portable et ils recherchent Philibert d'un seul coup. Donc on voit, c'est très momentané, mais derrière, donc il y a eu un x4 ou x5 en termes de trafic, enfin en intérêt, aussi en trafic. Et après, ça s'est aussi traduit par des mises en panier intéressantes pour Philibert, où il y a eu x2. Après, les achats, ce n'était pas forcément x2, mais il y a eu un petit bonus à ce moment-là, en tout cas. Voilà.
Donc vous allez nous dire, c'est bien beau tout ce que je vous présentez, mais comment est-ce qu'on mesure des actions RP? Chez WAM, on a coutume de dire qu'on peut faire des RP héroïstes, même si toutes les actions qu'on va mettre en place, on va les mesurer à travers les différents graphiques qu'on vous a présentés juste avant. Ce sont des résultats, des impacts qui sont indirects, mais qu'on peut corréler à travers nos différentes actions RP. Nous, on génère des tableaux de bord qu'on personnalise avec nos clients en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs KPI. En tout cas, ce qu'on mesure la plupart du temps de manière systématique, c'est bien sûr l'audience médiatique, papier et web, la part de liens par rapport au nombre d'articles web qu'on a obtenus. L'audience comparée à l'autorité, c'est intéressant de voir que sur certains médias, on peut avoir un score d'autorité très élevé avec une audience qui est faible. Un score d'autorité élevé ne veut pas forcément dire beaucoup de lecteurs. On peut aussi comparer les différentes catégories de médias, quel sujet a le plus performé, à quel moment. Donc tout ça, nous, on arrive à les calculer à travers nos outils, à travers nos équipes data, avec lesquelles on travaille conjointement pour générer des tableaux de bord. Et ça nous permet aussi d'ajuster nos actions. On fait des points réguliers avec nos clients, tous les mois ou tous les 3 mois, pour voir quel sujet a performé, à quel moment. Est-ce qu'on continue dans ce sens-là? Est-ce qu'on réajuste? Est-ce qu'on rectifie le tir aussi? C'est comme ça qu'on voit que tel et tel format fonctionne, l'infographie fonctionne bien. Est-ce que ce communiqué-là a performé? Oui, non, pourquoi? C'est comme ça qu'on travaille. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on vous a dit durant ces quelques minutes de conférence? Oui, aujourd'hui, les rédactions sont restreintes, les pigistes sont de moins en moins nombreux, tout est migré sur Google. Donc, il y a quelques années, les relations presse ont dû s'adapter à tout ça. C'était de plus en plus difficile de faire nos métiers. On l'a vu, énormément de communiqués de presse, les journalistes sont sursollicités. Mais on a su s'adapter, transformer les relations de presse en IRP. Je pense que vous avez déjà entendu le terme. Donc aujourd'hui, on a des nouveaux outils web qui nous permettent de performer. Et on existe à travers une stratégie de visibilité globale qui embarque le SEO, l'édito, la data, aujourd'hui et demain l'UX. Et on a su vraiment s'intégrer dans un écosystème global et on existe avec ces autres métiers qui gravitent autour de nous. Et merci à vous. Merci pour votre écoute. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas, on a encore 5-10 minutes. Oui. Allez-y. Oui. Moi j'avais quelques questions, je voulais savoir généralement s'il y avait un delta entre les marchés, c'est-à-dire si en fonction de certains marchés vous aviez peut-être plus de communiqués de presse à envoyer Je dirais, je ne sais pas si tu veux répondre. Ça dépend. En fait, c'est pas tant en fonction du marché, je dirais, mais plus en fonction des objectifs de la marque. Et si elle veut être très visible ou non, si elle a beaucoup de choses à communiquer ou non. Et si elle a une concurrence, dans ce cadre-là, oui. Si elle a une concurrence très exacerbée, là, oui, forcément, je vous montrer, c'est pas anodin que je vous montre le marché de l'immobilier. Là, tout le monde communique toutes les semaines, tous les jours. Et alors là, il y a le bon moment aux bonnes personnes, c'est encore plus vrai, mais le bon contenu encore plus, parce qu'il faut avoir un angle différenciant des autres, pourtant sur le même sujet, pour être repris, quoi. Donc, toutes les plateformes s'expriment sur les prix, mais on ne s'exprime pas sur les mêmes prix, quoi. Donc, c'est ça qui est compliqué dans le marché immobilier, c'est de se distinguer à travers les angles. Et là, pour le coup, on n'a fait que 4 communications. Il y a la contrainte budget aussi qui est là, il ne faut pas se le cacher. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'on a moins de budget qu'on ne fait pas bien, quoi. Si on arrive à avoir, et ça c'est vraiment le travail des RP, c'est notre capacité à générer des angles et à les proposer au bon moment auprès des journalistes pour que ça puisse marcher, quoi. On ne va pas communiquer pour communiquer. Ouais, c'est ça. Enfin, la meilleure des communications quand on n'a rien à dire, c'est de se taire, quoi. Ouais, c'est aussi tout notre travail en amont de voir quelles sont les actualités de la marque, analyser l'écosystème, le marché, la concurrence et surtout les opportunités de prise de parole. C'est comme ça qu'on appelle les marronniers, les journées mondiales ou autres, se dire ok, notre client il évolue dans tel secteur, on a cette opportunité-là à tel moment de l'année, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, on y va, non, on n'y va pas. Ouais. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que aujourd'hui, aujourd'hui, tout le monde sait être visible sur Google. Tout le monde, dès lors qu'on est une marque bien structurée, qu'il y a des moyens,
et même qui a une équipe SEO et qui travaille avec une agence SEO, c'est être visible sur Google. Mais aujourd'hui, on a un stade où c'est plus la visibilité qui compte, on va dire, enfin, on y est, ça y est, on est visible. Ce qui compte, ça va être la capacité à engager finalement l'internaute et le public de la marque. Et les RP, c'est vraiment un atout pour ça, parce qu'on dégage un message, une image qui est positive. Et qu'est-ce qui fait finalement qu'on va cliquer sur un résultat plutôt que l'autre? C'est la perception personnelle qu'on a de chacune des marques en fait. Et c'est pour ça que les RP, c'est hyper important, parce qu'on développe l'image, on alimente une image, on la renforce même. Parfois même dans le cadre de Real Advisor, on la crée. Et c'est ça qui est important pour les RP. Certes, il y a cette capacité à créer des liens et à contribuer sur la visibilité, mais le métier premier, c'est générateur de sens et création d'images. C'est vraiment ça qui est important. C'est la pertinence de l'information qu'on va transmettre qui va nous permettre d'être différenciants par rapport aux concurrents. Voilà. Et du coup, en moyenne, si vous envoyez un communiqué de presse, vous savez à peu près au global… Le nombre de retombées? Je sais pas. Moi, j'ai tendance à dire que, grosso modo, ça génère entre 10 et 15 publications en format standard, quoi. Ouais, c'est difficile de répondre puisque… Des fois, un communiqué en amène un autre et ça alimente toute une relation, finalement. Et comme on l'a dit, on a un travail de ciblage qui est très important. Ouais. Et on est plutôt sur la qualité plutôt que la quantité. Donc si vous êtes une marque vraiment de niche, avec un produit bien spécifique, Isendex, mon client qui propose des services d'envoi de SMS et de communication mobile aux entreprises, là on est vraiment sur de la niche, des médias ultra spécialisés. Donc ce qu'on appelle le fichier presse, mon listing de journalistes qui va recevoir mon information, est beaucoup moins nombreux qu'une marque grand public qui vend des vêtements ou autre. Donc voilà, il faut mettre en corrélation tous ces éléments. Puis, il y a l'historique de la relation aussi qui compte, forcément. Si on parle souvent d'une marque auprès d'un journaliste, et plus la marque est connue, plus ça va faciliter les choses, évidemment. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et on le disait tout à l'heure, c'est vraiment un travail sur du long terme. Ouais. Une marque comme Real Advisor qui est nouvelle sur le marché, avec un communiqué de presse, on ne va pas faire mouche tout de suite. Le premier, il avait fait deux publications et c'est tout, quoi. C'est un travail de longue haleine. Puis l'information n'était pas folle. Real Advisor arrive en France. Bon, il y a 2 sites spécialisés qui en ont parlé, Business Immo et MySuite Immo. Mais après, tout ce qui était Figaro et autres, là, il fallait aller sur une data, une donnée, une information et un message plus important qu'il fallait vraiment travailler. Enfin, on diffuse ça en 2 secondes par mail, mais derrière, il y a un mois de travail, quoi. C'est ça qu'il faut retenir. Vous avez des KPI de lecture sur les médias? À travers SEMrush, on peut avoir des estimations. Mais on n'a pas les chiffres exacts. Ouais, mais du coup, les magazines… Après, on a les chiffres d'audience, mais sur un site, par exemple, l'article qui parle de Real Advisor sur le site du Nouvel Obs, je ne peux pas savoir à la visite près combien c'est. J'ai une estimation, mais je ne sais pas combien c'est. Voilà. Parce que dire on a été repris dans le monde c'est 40 millions de visiteurs uniques par jour, par exemple, ça ne vaut rien. L'article en soi, il n'est pas lu par 40 millions de personnes. En vrai, il est lu par 10 000 personnes. Voilà. Et c'est déjà bien, en fait. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais. Le score d'autorité, c'est toujours une estimation des outils Ahrefs ou SEMrush. Oui, là, la source, c'était… En fait, on imagine ce que pourrait penser Google de nous. Ouais, alors c'est pas des notes Google, en effet, oui. C'est important de le dire. Et d'ailleurs, c'était Moz, il y a encore l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, avait dit attention, notre score d'autorité n'est pas dans les critères de mesure de Google. Parce qu'il y avait beaucoup de confusion qui était faite. Et en effet, c'est une tentative de répliquer, de mesurer ce que peut mesurer Google. Mais voilà, c'est des outils, on est tributaire de ça aujourd'hui, quoi. Il y a en effet SEMrush qui en parle, il y a Moz, il y a Ahrefs, il y a Majestic aussi. Il y a beaucoup d'outils qui parlent de ça. Nous, on a tendance à toujours regarder les uns les autres pour voir si on est toujours sur les mêmes ordres de grandeur, ce qui est le cas, bien souvent, très souvent. Mais on s'attache plus à SEMrush, qui est aujourd'hui un outil vraiment utilisé par tout le monde et très fiable, quoi. Voilà. C'est vraiment le comparatif avec les concurrents en fait, qui va nous indiquer notre position, où on se situe. Nous, en tout cas, chez WAM, on a Moz, Ahrefs, Majestic, SEMrush. On les a tous et on regarde un peu. Ouais. Non, mais on regarde si c'est sérieux, en fait, en tout cas.
pour être sûr que ce ne soit pas des données un peu à la volée comme ça, qui disent n'importe quoi. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir vraiment des infos fiables, quoi, pour voir si les tendances qu'on vérifie, qu'on observe, sont vraiment vraies ou si c'est du fake et qu'en fait notre travail ne sert à rien. Ce serait quand même dommage. Et la mesure des mentions n'est pas possible? Ah si, nous on a des outils, on a Cision, qui le permet, qui est un outil RP, donc base de données journaliste, et aussi veille. Donc dès lors qu'on est mentionné quelque part, la marque est mentionnée quelque part, on reçoit une alerte. Et voilà, c'est de cette manière-là qu'à la fin on constitue des tableaux de suivi de publication, les tableaux de bord qu'Anaïs a commentés, et aussi les revues de presse en fin d'année qu'on livre à nos clients. Avec Google Trends, comme on l'a montré avec Philibert, sur TF1, c'est une mention de Philibert. Ouais. C'est une mention télévisée, mais ça reste une mention, et on fait la même chose avec des articles papier, web, papier. Radio. C'est voir le trafic, le comportement des utilisateurs sur la marque, après avoir eu juste une mention dans Le Monde, admettons. Ah ben tiens, quelques jours après, ou même le jour d'après la publication de l'article, on a eu un pic de recherche sur notre client. En fait, on corrèle ça, bien sûr qu'on ne peut pas se dire c'est nous, c'est sûr à 100%. Mais contextuellement parlant, on peut quand même se dire ok, on a participé à ça. Voilà. Donc, il y a des outils, puis il y a les Google Alerts, il y a aussi sur SEMrush. Voilà, il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent de mesurer les mentions sur le web, ça il y en a plein. Après sur le papier, la radio, la télé, il y a ces outils de pige, Cision, Kantar, il en existe plein d'autres, voilà, qui sont payants évidemment. Avez-vous d'autres questions ?